BFM Business présente la grande interview. Guillaume Paul. Allez, 18h32, c'est l'heure de la grande interview. Comme tous les soirs, c'est donc Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président, bien sûr, de la Banque Centrale Européenne, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude Trichet. Bonsoir, merci Guillaume Paul. Pour évoquer les banques centrales qui font l'actualité de nouveau depuis quelques heures. Toujours là. Elles sont toujours à la manœuvre. On a vu hier soir donc la Réserve fédérale américaine qui n'a pas touché assez tôt, qui attend de voir un petit peu ce que va faire Donald Trump. Son patron, Joe Powell, ne s'en cache pas. La Banque Centrale Européenne cet après-midi qui a baissé d'un quart de point ses taux d'intérêt pour relancer l'activité qui est bien morte. Je ne sais pas vous, moi je suis toujours frappé, Jean-Claude Trichet, 10 ans, 15 ans après la crise des subprimes, après la crise de la zone euro, de voir qu'on a toujours des banques centrales qui sont là, toujours comme des remparts, toujours comme des garde-fous contre la possible agonie du système, contre l'incurie des politiques. 10 ans, 15 ans après, on a l'impression qu'elles sont toujours là pour sauver le monde potentiellement, non ? C'est pas le regard que vous portez sur... C'est très flatteur pour elle de dire ça, mais en effet, ce sont des ancres de stabilité, des pôles de stabilité. Mais ce n'est pas leur dans rôle. Une perspective qui n'est pas mais ce n'est pas les leur rôle. prochaines élections, mais à plus long terme. Ce n'est pas leur rôle d'être des pôles de sécurité. Si, je crois. Je crois que de la même manière que nos démocraties ont besoin de comités indépendants, de commissions indépendantes, de respect de l'opposition. Enfin, le système de la démocratie est un système compliqué et équilibré, et l'équilibre est très important. Les banques centrales apportent, si vous voulez, une sorte d'équilibre, non seulement de la hausse des prix, de la stabilité des prix sur longue période, mais de tout ce qui va avec, c'est-à-dire une certaine stabilité de l'ensemble de l'économie et de la société. Elles le font en étant indépendantes des autorités, pas naturellement en dernière analyse des gens, de nos concitoyens, et le fait qu'elles soient aussi déterminées, on le voit des deux côtés de l'Atlantique, et un peu partout en ce moment, est aussi dû au fait que le peuple souverain souhaite la stabilité des prix, très fortement d'ailleurs. Une des explications de ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est que le peuple américain n'a pas pardonné la hausse des prix récente, même si la Banque centrale a fait un très bon boulot pour reprendre le contrôle. Il y a un mot que vous avez prononcé, on va parler bien sûr des stratégies des banques centrales dans un instant, vous avez prononcé le mot d'indépendance. Est-ce que vous êtes inquiet de voir à quel point Trump fait pression en permanence sur la Réserve fédérale américaine pour réclamer des baisses de taux d'intérêt ? Je vous redonne les déclarations de Donald Trump, pas plus tard qu'hier soir. Puisque Powell et la Fed ont échoué à stopper les problèmes qu'ils ont créés avec l'inflation, lui-même qui a nommé Powell il y a quelques années, je vais rendre notre pays financièrement et pas seulement de nouveau puissant. Si la Fed avait passé moins de temps avec les politiques antidiscrimination, l'idéologie de genre, l'énergie verte ou le pseudo-changement climatique, l'inflation n'aurait jamais été un problème. Mais est-ce qu'un président devrait dire ça ? Non, bien entendu. C'est puéril. C'est totalement puéril. Ceci dit, pour un président ou pour un Premier ministre, demander la baisse des taux dans une perspective qui est nécessairement la sienne, c'est-à-dire assez court terme, ce n'est pas évidemment étonnant. J'ai moi-même observé que la pente naturelle... Vous avez subi les pressions politiques des dirigeants européens. Et toujours de vous demander de baisser les taux, avec une très grande difficulté pour comprendre que ce qui compte avant tout, c'est que la monnaie en question et que le pays en question soit crédible dans une perspective de moyen-long terme, de sorte que les taux de marché, ceux qui comptent vraiment dans une perspective plus longue, soient aussi bas que possible. Et ça demande en effet de convaincre que l'on est crédible et que l'on va en effet arriver à la stabilité des prix. Vous avez entendu ce que dit Trump. Je voudrais vous faire écouter Jérôme Powell, justement, qui a réagi aux pressions de Trump ces dernières heures. Écoutez ce que disait le patron de la Réserve fédérale américaine. Notre politique monétaire étant nettement moins restrictive qu'auparavant, l'économie restant forte, nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique. Je ne vais pas répondre ou commenter ce qu'a dit le président, il n'est pas approprié que je le fasse. Nous continuerons à faire notre travail comme nous l'avons toujours fait, en nous concentrant sur l'atteinte de nos objectifs et vraiment en restant concentrés sur notre travail. C'est ainsi que nous servons le mieux le pays. Voilà, il reste zen. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs raisons. Et pragmatique. D'abord, il faut qu'il reste zen, parce que ça n'aurait aucun sens qu'il engage une polémique, évidemment, avec le président des États-Unis. Mais il y a une autre raison, c'est qu'il ne dépend pas, la loi de la Fed ne dépend pas de l'exécutif, elle dépend du Congrès.
Et il me semble évident qu'il a, au Congrès, certainement une majorité pour soutenir l'indépendance de la Banque centrale. Oui. D'autant qu'il a acquis une très grande autorité personnelle et la Fed vient de réussir assez remarquablement, de même que la Banque centrale européenne, à reprendre progressivement le contrôle de l'inflation après des pics qui étaient à 10% ou plus de 10%. Donc ce qui vient d'être fait par la Fed est très important. Elle est soutenue par la population pour continuer à agir dans le sens de la stabilité des prix. Et je trouve que sa réponse au président est parfaite. Et il dit qu'il n'y a pas de précipitation pour continuer à baisser les taux d'intérêt. Parce qu'on a compris sa stratégie. Lui aussi, comme tout le monde, se demande si la stratégie de Trump, la volonté politique de Trump d'augmenter les droits de douane, d'avoir une politique anti-immigrationniste, tout ça va générer de l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il se garde des cartouches, en quelque sorte, au cas où, en attendant de voir plus clair dans les intentions de Trump? Je me hasarde à dire que même s'il n'y avait pas Trump, même s'il n'y avait pas de nouvelles pressions et de nouvelles menaces, à l'évidence, en effet, allant plutôt dans le sens de l'inflation, il serait encore prudent parce que la désinflation qu'il opère et qui a bien marché jusqu'à présent stagne un peu. Hein, vous savez, des deux côtés de l'Atlantique, on a une différence d'à peu près un demi-point, aussi bien en ce qui concerne l'inflation totale que l'inflation sous-jacente, core inflation, comme on dit dans le jargon. On a un très remarquable parallélisme dans la désinflation des deux côtés de l'Atlantique. Et maintenant, on est à 2,9, 2,4, 2,4 chez nous, et à 3,2 et 2,7 pour l'inflation sous-jacente. Donc, à peu près la même chose. Mais ils sont quand même à un demi-point de plus que nous. Et par ailleurs, ils ont la chance, objectivement, d'avoir une économie qui est assez bouillonnante par rapport à la nôtre. Donc il y a des éléments inflationnistes sous-jacents indépendamment de Trump. Mais vous dites Trump risque d'apporter... Est-ce que vous considérez, vous, que les mesures de Trump, si elles sont mises en œuvre, seront inflationnistes? L'administration Trump s'en défendait. Non, aucun risque. Est-ce que vous le pensez véritablement? Pas tout, mais beaucoup de choses risquent d'être évidemment inflationnistes. S'il s'engage très hardiment dans la voie des taxes à l'entrée, si vous voulez, des différents produits, évidemment, ça augmente les prix, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le simple fait d'être extrêmement agressif en ce qui concerne l'immigration va nécessairement faire en sorte que le coût du travail sera plus élevé. Dans de nombreux secteurs sensibles, évidemment, bien sûr. Dans beaucoup de secteurs. Donc on va voir ce qu'il va faire réellement. Il faut rester, évidemment, en observant ce qui va se passer. Mais enfin, beaucoup des décisions qu'il annonce ou qu'il préannonce vont dans le sens de plus d'inflation, ce qui n'est pas du tout ce que souhaite le peuple américain, pas plus que le peuple européen, les Français, justement, les Allemands. On a cru sentir, je vous fais écouter 30 secondes Christine Lagarde, qui a donc parlé aujourd'hui. On sent que ce qu'elle appelle des frictions aussi pourraient venir perturber les scénarios en termes d'inflation en zone euro. Écoutez Christine Lagarde tout à l'heure, justement, à Francfort. L'inflation pourrait surprendre à la baisse si le manque de confiance et les inquiétudes vis-à-vis de la situation géopolitique empêchent une reprise des investissements et des dépenses. Si la politique monétaire freine la demande plus qu'attendue, ou encore si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore plus que prévu. Les frictions importantes dans les échanges mondiaux pourront rendre nos perspectives plus incertaines. Et voilà, elle le dit entre les lignes, elle craint l'inflation, un retour de l'inflation aux États-Unis et le retour de bâton en Europe, d'une certaine façon. Donc elle aussi, elle garde des cartouches, elle se garde des cartouches. Non, je crois pas. Enfin, il me semble qu'elle fait ce qu'elle doit faire sans avoir de manœuvre extraordinairement insidieuse. Non, je crois que là, c'est clair, la désinflation a opéré. On a encore en Europe un problème qui n'est pas négligeable, qui est celui de l'inflation qui demeure dans le domaine des services et dans le domaine des traitements et salaires dans les services. Ceci semble néanmoins aller dans le bon sens. Elle a assuré que normalement, au cours de l'année qui s'écoule maintenant, elle devrait arriver à peu près au niveau d'inflation qui est souhaité. Je pense qu'elle
pense implicitement plutôt à l'inflation sous-jacente, parce qu'on ne sait jamais comment l'inflation totale, avec les prix de l'énergie, les prix des produits agricoles, peut monter ou descendre. Mais l'inflation sous-jacente, qui est quand même encore en Europe à 2,7%, devrait continuer à descendre. Et je crois qu'elle a raison de dire ça. Évidemment, elle dit de manière extrêmement claire que l'incertitude est la marque du temps. L'incertitude sur les décisions de Trump, l'incertitude sur les éléments géostratégiques qui peuvent se précipiter ici ou là à cause de Trump ou en dépit de Trump. C'est assez compliqué à analyser. Et en tout état de cause, il y a un problème sous-jacent qui est grave pour l'ensemble de l'économie mondiale, c'est le fait que la relative déglobalisation, disons le fait qu'on n'est plus du tout dans la période précédente d'extraordinaire division du travail au niveau mondial, avec baisse des coûts et baisse des prix, et stimulation de l'économie mondiale, ça est en train de jouer dans l'autre sens. Mais parlons un peu de l'Europe, puisque vous avez on a parlé des incertitudes liées à Trump. Est-ce que l'Europe n'a pas tendance, notamment ces temps-ci, à faire un petit peu trop de Trump à cause de tous les maux MAUX que connaît l'Europe finalement? L'Europe, on ne va pas refaire l'histoire, on le sait, connaît un problème de croissance, de compétitivité. Vous avez vu hier le plan qu'a présenté Ursula von der Leyen. Est-ce que Trump n'a pas bon dos, d'une certaine façon? Bien sûr, il ne faut pas utiliser Trump comme un bouc émissaire. Les problèmes européens, ce serait absurde. Et d'ailleurs, il n'a même pas commencé à appliquer ses décisions. Donc ça, c'est idiot. Il n'en est pas question. L'Europe, si vous voulez, elle a d'abord un plafond de verre dont on ne parle vraiment jamais parce qu'on la compare sans arrêt aux États-Unis. Mais nous ne sommes pas une fédération politique achevée. Et les États-Unis sont une fédération politique achevée. Je vous donne un exemple qui est extrêmement simple. Le dollar et l'euro. Tout le monde dit l'euro n'est pas au niveau du dollar, c'est désolant, il n'est pas au niveau du dollar. En fait, en tant que monnaie, l'euro est au niveau du dollar. C'est une réussite absolument superbe. Mais le dollar, lui, il a une seule signature en bas de ses bonds, de ses obligations. C'est la signature Trésor américain. L'euro, il a la signature des Français, la signature des Allemands, la signature des Espagnols, la signature des Italiens, etc. Et la différence, ça fait que la masse énorme d'instruments financiers aux États-Unis et en Europe est dans la proportion, disons, en ce qui concerne la profondeur et la liquidité du marché, de 1 à 10 ou de 1 à 15. Et donc, vous voyez, le plafond de verre du fait que nous ne sommes pas une fédération politique opère même dans des domaines qui ne sont ni la diplomatie, ni la défense, et qui sont beaucoup plus proches, évidemment. Est-ce que vous dites, est-ce que je comprends entre lignes que pour vous, il aurait fallu faire depuis bien des années ce saut fédéraliste que l'Europe n'a pas fait en 2025? Est-ce que vous dites, au sortir de la crise de la zone euro, c'est là qu'il aurait fallu faire le grand saut, c'est là qu'il aurait fallu C'est un saut politique gigantesque. Il faut avoir le soutien populaire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non. D'abord, il n'est jamais trop tard. L'expérience de l'Europe qui a commencé quand même avec le charbon et l'acier, regardez où elle est aujourd'hui. Elle a prouvé qu'elle était capable de faire des progrès gigantesques dans la bonne direction, à mes yeux. Il me semble que dans une perspective longue, oui, nous devons avoir une fédération politique européenne achevée. Le général de Gaulle lui-même, d'ailleurs, le mentionnait il y a très longtemps, il y a 70 ans, si vous voulez. Il disait c'est possible, ultimement, naturellement, pas immédiatement. Donc je reste confiant, parce que je ne crois pas que les Européens peuvent accepter d'être totalement insignifiants au niveau mondial dans une perspective de long terme. Pardon, je vais être un petit peu provoquant. On va revenir au début du péché originel à la création de l'euro, où certains ont dit parce que l'euro existe, nous aurons une Europe intégrée. Est-ce qu'il n'a pas manqué avant ce projet formidable économique qu'était l'euro, un projet politique avant tout? Voilà. Vous vous souvenez peut-être de la genèse. À l'époque, les Français n'étaient pas pour faire une avancée politique équivalente à l'euro. Les Allemands étaient à l'époque, et ce n'est plus le cas nécessairement maintenant, pour une avancée d'union politique considérable. Mais au-delà de toute considération historique, rétrospective, c'est la faute à qui, si je puis dire, si on n'a pas été beaucoup plus loin. On est quand même allé très très loin. Donc il ne faut pas, si vous voulez,
tirer du passé le fait que l'on est impuissant. Je trouve qu'on a fait tellement de choses dans le passé, pas simplement dans le domaine monétaire. Une monnaie unique, c'est remarquable, surtout quand elle a réussi et qu'elle est approuvée par nos concitoyens. Donc vous dites qu'aujourd'hui encore, malgré la montée des populismes aujourd'hui, il faut encore croire au projet européen. On a quand même une assemblée élue au suffrage universel. On a une jurisprudence qui s'impose à l'ensemble de la zone euro avec la Cour européenne de justice. On a unifié et fédéralisé, si vous voulez, les négociations commerciales internationales, ce qui va être bien utile dans la période présente avec les Américains. Donc, il ne faut surtout pas dire que nous n'avons rien fait. Et moi, je tire plutôt de ce que nous avons fait dans le passé la conviction que nous allons continuer de progresser parce qu'on ne peut pas imaginer que l'Europe soit insignifiante au niveau de la conversation mondiale. Or, vous êtes insignifiant si vous n'avez pas d'armée commune, de diplomatie commune et d'exécutif commun. Et je pense qu'on y arrivera, mais ça va être très laborieux, très difficile, et ce sont nos concitoyens qui vont décider, les peuples qui vont décider. De ce point de vue-là, comment est-ce que vous avez accueilli, donc je parlais de ce plan stratégique annoncé hier par Ursula von der Leyen, il y a des mots forts, il y a des intentions fortes, on fait sauter des tabous sur certains sujets, mais certains disent depuis ce matin, on en est resté un peu au stade des intentions, des incantations, et surtout en référence au rapport Draghi qui disait il faut 700 à 800 milliards d'euros d'investissement tous les ans pour remettre l'industrie européenne, l'économie européenne à flot. Il n'y a pas l'argent sur la table. Mais si, il y a l'argent. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il parle, enfin, on parle, l'État d'ailleurs, lui aussi, deux anciens premiers ministres italiens, Enrico Letta et Mario Draghi, ont eux-mêmes dit en substance, il faut aller beaucoup plus loin et il faut surtout achever le marché unique européen. Achever le marché unique européen. Ils ont des marchés de capitaux dont on parle. Dire qu'on n'a pas d'argent, c'est faux, naturellement. Les Américains n'ont pas d'argent et ils empruntent au reste du monde en permanence 3% de leur produit intérieur brut ou plus. Et nous avons un excédent d'épargne en Europe. Donc on a l'argent. Le problème, c'est d'arriver à canaliser cet argent dans une entité qui n'est pas une fédération politique pour faire en sorte, si vous voulez, qu'on ait l'équivalent du financement des start-up, du financement de l'innovation qu'ont les Américains. Mais pour flécher cette épargne, comme vous dites, on a les moyens. Pour flécher cette épargne privée vers le financement de l'économie, il faut croire en projet. C'est déjà un problème en France, mais alors au niveau européen... Malheureusement, la France, comme vous le savez, elle demande au reste du monde de la financer. Nous ne sommes pas dans la situation moyenne de l'Europe. Il y a un excédent d'épargne. Nous sommes en déficit, nous, d'épargne au total. Pas les ménages, mais au total, quand on additionne, si vous voulez, l'ensemble des entités françaises, y compris publiques, dont vous savez à quel point elles ont soif, disons, de financement externe. Donc au total, si vous voulez, on a une situation dans laquelle on ne peut pas dire que l'Europe soit pénalisée parce qu'elle manque d'argent. Elle ne manque pas d'argent, mais ce n'est pas une fédération politique achevée. Tout ce qui va dans le sens de ce que Mme von der Leyen a recommandé est bon, est bien. En gros, on peut l'interpréter comme avançons beaucoup plus hardiment dans le marché unique. Donc il faut un projet, politique. Donc on revient à ce qu'on disait, il faut un projet politique. Alors, il faut toujours un projet politique en 2025. Encore faut-il qu'en effet le soutien politico-stratégique soit très important. 3 pays, 4 pays, 5 pays aujourd'hui sont importants. On a la Pologne, on a l'Espagne, et on a évidemment l'Italie, l'Allemagne et la France. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. L'Allemagne et la France ensemble. Et moi, j'ai eu le privilège, si vous voulez, de travailler avec le couple Schmitt-Giscard, le couple Mitterrand-Kohl, et ce qui a été accompli par ces accords de volonté et ce respect mutuel, mais aussi cette volonté mutuelle d'avancer, est remarquable. Tout ce qui a été fait dans la période ancienne vient de là. Si vous voulez. C'est intéressant. Et il faut qu'on retrouve ça. C'est intéressant parce que dans les pays qui comptent, vous n'avez pas cité la France et l'Allemagne en premier. Vous avez cité la Pologne. J'ai fait exprès. Oui, justement. Je vois ça parce que voilà, il y a encore ce débat en 2025. Quel est le barycentre de l'Europe? Est-ce que c'est toujours le couple franco-allemand first? Si vous voulez, pour compléter ce que ou alors vous dites que c'est une idée du passé? Non, pas du tout. Je ne crois pas. L'accord de volonté entre la France et l'Allemagne sur les avancées supplémentaires à faire, et il y en a tellement à faire,
est une condition nécessaire, mais pas suffisante à elle seule. Mais c'est une condition nécessaire. Sans l'accord des Français et des Allemands, de la France et de l'Allemagne, vous n'avez pas la possibilité d'avancer. S'il y a accord, c'est pas gagné. Parce que, encore faut-il que l'attelage franco-allemand... Le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé. Non, je ne dirais pas ça. Il s'est élargi, il ne s'est pas déplacé. D'une certaine manière, j'ai cité, si vous voulez, l'Italie et l'Espagne, aussi bien que la Pologne. Donc tout ça, ça ne change pas, me semble-t-il, le centre de gravité. Et en tout cas, c'est vraiment ma conviction intime, condition nécessaire, mais pas suffisante. Et je crois que dans le passé, si Schmitt et Giscard, si Kohl et Mitterrand ont pu faire des tas de choses, c'est parce qu'ils ont réussi à convaincre leurs partenaires, les autres chefs d'État et de gouvernement. Et aussi parce qu'ils étaient des dirigeants forts, installés et forts. Ils l'ont fait très bien chez eux. Ils ont été forts à certains moments, peut-être un peu moins forts à d'autres, mais en tout état de cause, ils avaient une volonté, et cette volonté était claire, et elle était commune. C'est ça qui est remarquable, avec une confiance mutuelle, pratiquement tout le temps. À certains moments, il y avait quand même des tirages, mais pratiquement tout le temps. Et en tout cas, moi, j'ai eu le privilège d'inviter le chancelier Schmitt et Giscard d'Estaing à la Banque Centrale Européenne pour qu'ils parlent de leur coopération et de leur amitié devant tous les collaborateurs de la Banque Centrale Européenne. C'était extrêmement émouvant. Mais leur amitié mutuelle ressortait avec une telle force. Aujourd'hui, on n'a même pas ça. Vous voyez, l'instabilité politique en France et en Allemagne aujourd'hui de manière conjointe. Enfin, c'est tout le drame de l'Europe aujourd'hui. Dans la période actuelle, la période où Trump arrive au pouvoir, il n'y a personne de fort installé ni à Paris ni à Berlin, finalement, en situation de prendre le leadership, de prendre des initiatives. On va voir. En tout cas, dans toutes les démocraties, vous avez des moments qui sont plus ou moins faciles. Et en dernière analyse, c'est le peuple souverain qui décide dans les démocraties, ce qui est la règle du jeu. Donc je ne désespère pas du tout du couple franco-allemand, personnellement. Je suis convaincu qu'il y a toutes les possibilités dans une perspective de moyen terme. Il faut pour régler les problèmes qui sont relativement à court terme. Et pour la France, il y a un problème politique, il y a aussi un problème, malheureusement, budgétaire. Il nous reste 2 minutes, et financier. Il nous reste 2 minutes, mais est-ce que la France est devenue l'homme malade de l'Europe, très clairement pour vous? Non, je ne dirais pas ça, mais elle a le prochain warning aux yeux des marchés financiers, très clairement. Elle a un problème majeur qui est le laisser-aller budgétaire qui s'est accumulé sur longue période et qui correspond malheureusement, je pense, à une pente de nos propres concitoyens, parce que quand je regarde, si vous voulez, les gouvernements du centre droit, du centre gauche et du centre tout court, je vois une énorme difficulté pour faire ce qu'il faudrait faire. Les retraites étant une caricature, parce qu'il n'y a pas un seul de mes amis dans les autres pays européens, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui peut comprendre comment la France peut être bloquée à ce point, alors que le bon sens, évidemment, recommande de réformer. C'est ce que vous entendez tous les jours? Oui, c'est ce que j'entends tous les jours, et encore une fois, de toutes les sensibilités politiques. Il y a quelque chose dans notre pays qui s'est bloqué de manière incompréhensible à leurs yeux. Alors, comme nous sommes plongés en France, on voit bien que c'est un réel problème de conviction. Nos concitoyens ne sont pas convaincus qu'ils ne peuvent pas éternellement demander aux actifs de financer les retraites des inactifs, des retraités, ou aux enfants et aux petits-enfants des uns et des autres de financer les retraites actuelles. Ça ne tient pas debout. Il faut évidemment que tout ça soit équilibré dans une perspective de long terme, avec l'allongement de la durée de vie et l'allongement aussi de la période de formation, parce que les actifs eux-mêmes passent de plus en plus de temps dans les écoles et les universités. Est-ce que vous redoutez une attaque des marchés financiers? Si la situation se détériorait sur le plan politique et économique, est-ce que vous redoutez une attaque des marchés financiers sur la France? Est-ce que vous dites, dans ce cas-là, si besoin s'en ferait sentir, la Banque Centrale Européenne viendrait au secours de la France et de l'Europe? Écoutez, premièrement, personne ne vient à votre secours gratuitement si vous êtes dans une situation dramatique. Ça, en souvenir de ce qui est arrivé au Royaume-Uni il y a 2 ans. Moi-même, je suis venu au secours de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande. Mais là, il s'agit de la France. Dans des conditions très difficiles. Mais, bien entendu, eux-mêmes avaient changé de politique. Il faut convaincre l'ensemble des épargnants du monde entier, enfin vos propres épargnants domestiques, les épargnants européens et du monde entier, qu'on peut vous faire confiance et que vous allez rembourser. Donc la première des choses à faire, c'est effectivement à
convaincre à nouveau l'ensemble des prêteurs qu'ils peuvent vous faire confiance. La Banque Centrale Européenne peut aider, bien sûr, mais aussi le mécanisme européen de facilité, de stabilité, qui a été créé à l'occasion justement de ces drames, si vous voulez, post-Lehman Brothers. Mais au total, bien entendu, les efforts, vous devez les faire vous-même. Bien sûr. Sinon, on ne gagne jamais contre la spéculation et contre les épargnants du monde entier. Les banques centrales seront donc toujours là si besoin s'en fait sentir. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet. Merci de passer nous voir ce soir pendant un plaisir. Près de 25 minutes sur BFM Business, l'ancien gouverneur de la Banque de France et ancien président bien sûr de la Banque Centrale Européenne. Merci de passer nous voir sur BFM Business. 18h57, le journal dans un instant, puis nos experts qui sont là jusqu'à 20h évidemment. On est ensemble toujours sur BFM Business. À tout de suite. La grande interview sur BFM Business.